Nicolás Maduro, arrêté par les États-Unis, un président en exercice capturé sans mandat international. Ce n'est pas simplement un changement de régime, mais c'est surtout le retour d'un monde où la force décide du droit. En Afrique, les dirigeants, les chefs d'État ont eu des réactions assez prudentes, sauf peut-être dans certains pays. Peut-être parce qu'en réalité, le problème n'est pas de savoir qui a vraiment été arrêté, en l'occurrence Nicolás Maduro, mais qui sera le prochain sur la liste. Pour en parler aujourd'hui sur Afro-Droit, nous avons l'honneur de recevoir Djilali Benchaban, qui est directeur du cabinet COS, Stratégie et Conseil. Tout d'abord, d'ailleurs, bonne année à vous tous, que je souhaite excellente sur Afro-Droit, qui est coproduite par Global Africa Télé Sud et notre cabinet d'avocats, Kimia Avocat. Bonjour, monsieur Benchaban. Bonjour. Bonne année à vous également. Et à vous aussi. Alors, on commence l'année avec cet événement assez exceptionnel de cette capture de Nicolás Maduro au Venezuela. La première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce que le président Trump a voulu faire passer comme message en faisant cette action inédite ? Je pense qu'il a voulu faire passer deux messages principaux. Le premier, c'est que les États-Unis n'étaient pas simplement un acteur narratif, car on a souvent reproché au président Trump d'être dans l'incantatoire, d'être dans la formule, mais pas dans l'action. Là, il démontre de façon assez nette que les États-Unis non seulement sont dans la déclaration offensive, mais aussi dans l'action, avec une opération qui, en plus, démontre que les intérêts américains priment avant tout, et que cette notion d'intérêt américain sera désormais le fil conducteur de la diplomatie US. Est-ce que pour vous, cette exfiltration, on va dire, ou cette capture, ou ce kidnapping, comme on voudra, peut être comparé à ce qui s'est passé pour Laurent Gbagbo à l'époque avec les troupes françaises, Licorne, ou avec ce qui s'est passé en Libye avec la mort de Kadhafi ? Je pense que dans cette opération, il y a tout d'abord la rupture assumée de la notion de droit international et notamment de mandat, parce que la différence principale tient à ce que ces opérations qui avaient été menées précédemment s'étaient faites sous l'aval de mandats assez clairs, même si dans le cas libyen, le mandat avait été outrepassé, mais il y avait néanmoins un mandat. Dans le cas des États-Unis, on est face à une action unilatérale avec un objectif, celle d'intervenir dans l'approche bordure et au nom d'intérêts américains et avec des motifs qui restent, on va dire, assez flous, assez génériques, voire, je veux dire, assez faibles. Oui. Est-ce que pour vous, on revient donc à la doctrine Monroe de l'époque, qu'aujourd'hui Donald Trump appelle Donroe pour se l'appliquer à lui-même, ou est-ce que c'est tout à fait autre chose, ou est-ce que vous y voyez un nouvel ordre mondial qui est en train de s'installer ? On est clairement dans la réaffirmation du précaré américain avec cette réappropriation de la doctrine Monroe autour du fait d'exclure des ingérences étrangères. Et d'ailleurs, lorsqu'on observe de près ce qu'est le Venezuela, c'est une plateforme où les influences étrangères, notamment chinoises, mais également russes, étaient importantes. Et lorsqu'il y a cette intervention américaine, il y a à la fois cette idée de dire nous sommes les seuls à régir cet espace, on est dans notre hémisphère, nous sommes seuls à bord, et en même temps ce message que toute intervention dans les frontières immédiates américaines sont considérées comme une menace et feront l'objet d'une réplique, quitte à ce que ces répliques aillent en dehors du droit international. Je pense que c'est un message assez clair et avec cette idée de réaffirmation du précaré. Est-ce que pour vous, alors, vous parlez des frontières immédiates des États-Unis, est-ce que donc l'Afrique est concernée aussi par ça ? Enfin, comment, à votre avis, vu d'Afrique, on doit regarder ça ? Vu d'Afrique, le questionnement va se faire surtout, à mon sens, non pas en termes de frontières immédiates, parce qu'on n'est pas dans cette territorialité proche qui menace les États-Unis, mais plutôt au nom de l'intérêt que peuvent représenter certains États africains au niveau des ressources. Oui, voilà. Les ressources minières, les ressources énergétiques. Donc si pour les États-Unis, certains États africains devaient, notamment sur les terres rares, représenter des intérêts, on n'est pas à l'abri que des opérations soient menées pour renverser un gouvernement ou pour amener à ce qu'un régime plus favorable aux intérêts de Washington se mette en place.
Est-ce que vous avez entendu parler de cette initiative diplomatique du Congo-Brazzaville qui tenterait de plaider pour une sorte de table ronde associant un certain nombre d'États sud-américains, l'Union africaine, la communauté des Caraïbes? Les échos qui me parviennent par rapport à cette initiative font d'abord écho à cette tradition qui consiste à être une sorte d'État médiateur pour essayer de sortir l'Afrique de ses relations transactionnelles et d'aller vers une dimension multilatérale. Je pense que cette initiative arrive à point nommé parce que dans un monde où le rapport de la puissance s'exprime de plus en plus, la notion d'élargissement des relations, le fait de pouvoir associer différents espaces régionaux concourt à essayer de donner à l'Afrique des espaces d'expression et surtout une capacité à pouvoir s'appuyer sur des alliés multiples. Or aujourd'hui, ça devient essentiel. Donc cette initiative arrive non seulement à point nommé, mais dans un contexte où l'Afrique de toute manière va devoir diversifier ses partenariats pour éviter de tomber dans le giron d'une puissance et notamment dans le risque de la puissance américaine. Comment voyez-vous d'ailleurs le rôle de l'Afrique demain dans la gouvernance mondiale ? Pour l'Afrique, la principale question va être celle de l'unité, je dirais même de manière globale pour celle du Sud, parce qu'on parle souvent des BRICS et du rôle de l'Afrique, avec des têtes de pont comme l'Afrique du Sud qui joue un rôle majeur. L'Afrique du Sud qui a dû observer d'ailleurs l'opération américaine avec attention au regard des critiques qu'elle subit assez régulièrement de la part de Washington. Pour l'Afrique, il y a à mon sens deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est celui de pouvoir faire parler l'UA d'une seule voix, ce qui ne va pas être évident, et celui de pouvoir définir quels vont être les objectifs principaux pour le continent, à la fois en termes de développement, de partenariat stratégique, sécuritaire, et de pouvoir poser une ligne qui soit suffisamment audible pour pouvoir créer les conditions d'une préservation de ce qu'est son territoire et son espace d'expression politique. Et ça va être le plus complexe. Oui, je vous ai entendu à l'occasion, dans d'autres émissions, parler, je crois, d'un nouveau Yalta. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que vous entendez par là ? Par nouveau Yalta, j'entends le fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on assiste à une forme de transition, c'est-à-dire que l'ordre post-Seconde Guerre mondiale est en train de s'effondrer, sauf autour de trois acteurs que sont les États-Unis, la Chine, la Russie, qui sont clairement dans l'usage et le recours à la puissance, ou du moins à l'expression de la puissance, et de l'autre côté, d'autres acteurs, notamment l'Europe, qui sont affaiblis parce qu'il y a eu une volonté de ne plus replonger dans ces affres de la guerre, une sorte de renoncement aussi à la puissance qui aujourd'hui amène malheureusement l'Europe à deux constats. Le premier, c'est que la guerre est aux portes de l'Europe. Ouais. Et le second, c'est que le fait d'avoir renoncé à l'expression de la puissance dans le domaine militaire, politique, diplomatique, conduit aujourd'hui l'Europe à être effacée et à ne pas être suffisamment audible pour être prise en compte par les différents acteurs que j'ai cités. Et la crainte, c'est de voir demain d'autres acteurs, je pense notamment à l'Inde, oui, qui pointe parmi les grands, et de voir justement cette Europe s'effacer. D'autres puissances, même si elles ont un rang moins puissant que ce peut être celui de l'Inde, je pense à la Turquie, je pense aussi à des États d'Amérique latine comme le Brésil, aujourd'hui, clairement s'affichent comme des géants en devenir. Et face à une Europe qui devient malade de son impuissance, est-ce qu'on ne va pas assister à un inversement et avec un Sud qui va remplacer les vieux États, et notamment l'Europe ? C'est ma crainte, d'où le fait que j'exprime cette notion d'un nouveau Yalta en gestation. Et alors, comment vous voyez l'Afrique là dans ce nouveau Yalta en fait ? Alors, est-ce que l'Afrique va devenir sous la coupe de l'Inde, de la Chine, de la Turquie, ou est-ce qu'elle peut elle-même émerger et participer à cette gouvernance ? On est aujourd'hui toujours dans cette notion d'espace d'influence et l'Afrique n'arrive pas suffisamment à s'affirmer à la fois en tant que continent ou même, je pense à certains États comme l'Afrique du Sud, en puissance suffisamment consolidée pour pouvoir s'opposer à ces influences étrangères. La Chine reste un acteur économique majeur, la puissance militaire américaine est indéboulonnable. Quant à la percée africaine russe, même si elle a subi quelques revers, elle reste implantée en zone africaine. Pour l'Afrique, la question va être autour de quel pôle, autour de quelle stratégie se consolider pour éviter de tomber totalement dans le giron d'une de ces puissances que nous avons évoquées. Et surtout, est-ce que l'Afrique acceptera de réunir autour de certains États pivots, ce qui peuvent être des ressources à la fois sur le plan énergétique, sur le plan sécuritaire, pour pouvoir exprimer non pas la vision d'un État, mais d'un ensemble africain. Et à mon sens, la porte de sortie de l'Afrique face à cette nouvelle lutte va tourner autour des consensus.
C'est le consensus qui primera en Afrique plus que l'émergence d'un acteur fort, car on en est loin au regard de certaines fragilités qui existent encore sur le continent. Est-ce que vous voyez comment vous voyez le développement de l'Union africaine? Justement, ça peut être le lieu du consensus ou... Tout dépendra de la manière dont s'articulera le consensus entre BRICS, qui va être aussi important, et Union africaine. Est-ce qu'on va aller vers une notion de convergence, c'est-à-dire est-ce que l'Afrique arrivera à saisir le wagon des BRICS en considérant que l'avènement des BRICS est celui d'un Sud global qui pèse à la fois sur le plan démographique, économique, militaire, et qu'il est de bon aloi de s'y greffer au nom du continent africain? Ou est-ce qu'on va aller vers des initiatives comme on les connaît, mais qui malheureusement n'aboutissent pas forcément à des résultats très probants, autour d'une Union africaine qui reste toujours tiraillée entre des États pivots qui rêvent toutes d'être l'hégémon? Et pour moi, la crainte, c'est justement de toujours être prisonnier de cette lutte d'influence de l'Union africaine qui ne saisirait pas l'évolution autour du Sud global. Pour terminer, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que pour vous, il y a vraiment un risque que demain, Donald Trump essaye je dirais, une opération comme celle qu'il vient de faire vis-à-vis d'un chef d'État africain? Clairement, oui, parce que les États-Unis ne se fixent aucune limite. Donc à partir de là, la notion d'imprévisibilité, je pense que c'est surtout cette imprévisibilité qui aujourd'hui est suspendue autour de certains États africains. Et si ces ressources entrent en plus en ligne de compte, parmi les intérêts directs des États-Unis et parmi la volonté de consolidation, parce qu'il ne faut pas oublier que le continent africain est aussi un continent de compétition avec la Chine, la Russie. Donc oui, clairement, ces opérations peuvent exister et peuvent se dérouler de toute manière. Le droit international ne fera rien, l'architecture onusienne est impuissante, elle constate. Donc c'est la fin de l'ONU pour vous, en fait, tout ça? Pour moi, c'était déjà la fin de l'ONU, puisque au regard de la dernière décennie, on a surtout assisté à une ONU qui était spectatrice de la conflictualité du monde, en incapacité de se réformer, en incapacité de pouvoir dialoguer. On est loin de l'ONU de Kofi Annan et de son ambition de redonner toute sa centralité au dialogue multilatéral. On est clairement dans le retour de la puissance, et le retour de la puissance signifie l'effacement malheureusement de l'architecture onusienne. Écoutez, merci beaucoup Djali Benchaban d'être venu à notre émission. Je rappelle que vous êtes directeur du cabinet CEOS Stratégie et Conseil. Et nous, pour notre part, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur Afrodroit.